Partie 18 de l'art de vivre. Croyance et perception. Nous croyons voir le monde, mais c'est surtout notre esprit que nous voyons à l'œuvre. Chaque regard, chaque jugement, chaque sensation est filtré par un réseau invisible de représentations, de valeurs, d'expériences passées et d'attentes. Ce réseau, c'est ce qu'on appelle un système de croyances. Il ne se limite pas aux grandes doctrines religieuses ou idéologiques, il englobe tout ce qui nous semble aller de soi, tout ce que nous tenons pour vrai sans même y penser. Ce système agit comme un logiciel interne, il organise la masse d'informations que nous recevons, hiérarchise ce qui mérite attention et élimine ce qui contredit trop brutalement l'image que nous nous faisons du monde. Sans cette structure, la perception serait un flux chaotique, une succession d'impressions sans lien. Les croyances sont donc, d'abord, une fonction d'ordre, elles nous permettent de tenir debout dans la complexité du réel. Pourtant, cette fonction vitale a un coût, ce que nous percevons n'est jamais le monde tel qu'il est, mais le monde tel qu'il devient cohérent pour nous. Les neurosciences cognitives ont montré que la perception n'est pas un simple enregistrement sensoriel, mais une construction dynamique. Le cerveau n'attend pas que la rétine, l'oreille ou la peau lui transmettent l'état du monde, il l'anticipe. Avant même qu'un signal ne parvienne aux zones sensorielles, il formule une hypothèse sur ce qu'il va rencontrer. Ce modèle, connu sous le nom de codage prédictif, a profondément transformé la compréhension moderne de la conscience. Selon cette approche, chaque perception est une négociation permanente entre ce que le cerveau prédit et ce que les sens confirment ou contredisent. L'esprit cherche avant tout à réduire l'erreur entre sa prévision et la réalité. Lorsqu'il y parvient, il renforce ses croyances, lorsqu'il échoue, il les ajuste ou les nie. C'est pourquoi deux individus exposés à la même scène peuvent la décrire de manière radicalement différente, ils n'ont pas vu le même monde, parce qu'ils n'attendaient pas la même chose. L'un aura interprété un geste comme une menace, l'autre comme un signe d'attention. Leur cerveau n'a pas photographié la réalité, il l'a interprétée pour préserver la cohérence de son récit. Cette cohérence n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Les circuits neuronaux de la peur et du stress se déclenchent chaque fois qu'une information déstabilise notre modèle du monde. Reconnaître qu'on s'est trompé n'est pas seulement une épreuve morale, c'est un signal d'alarme pour l'organisme. L'incertitude active les zones cérébrales associées à la douleur et à la menace. Ainsi, le besoin de certitude n'est pas une faiblesse psychologique, c'est un réflexe de survie. Le cerveau préfère une illusion stable à une vérité incertaine, parce que l'illusion apaise la tension intérieure. Ce mécanisme, indispensable à l'équilibre, devient problématique lorsqu'il se fige. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation, la tendance à chercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment nos convictions. Ce biais colore tous nos jugements. Il façonne nos discussions, nos choix politiques, nos relations affectives. Il agit sans que nous le sachions, car il s'enracine dans la logique même du cerveau prédictif, réduire le désaccord entre ce que nous croyons et ce que nous percevons. Prenons un exemple concret. Une personne persuadée que le monde est dangereux verra plus facilement les menaces que les signes de bienveillance. Si un inconnu lui sourit, elle pensera peut-être qu'il se moque d'elle. Si quelqu'un lui offre de l'aide, elle soupçonnera une intention cachée. Ce n'est pas que ses yeux mentent, c'est son système de croyance qui filtre le sens de ce qu'elle voit. À l'inverse, une personne confiante, ayant intégré l'idée que les autres sont généralement bienveillants, interprétera les mêmes gestes comme des preuves d'attention ou de respect. Le monde n'a pas changé, mais la perception s'est infléchie selon la croyance de départ. Ce filtre agit aussi dans des domaines plus abstraits. Dans les débats d'idées, par exemple, chacun repère plus vite les arguments qui soutiennent sa position que ceux qui la contredisent. Même exposé à des faits solides, le cerveau tend à les réinterpréter pour préserver l'équilibre interne de la pensée. Il sélectionne, tord ou ignore les informations discordantes. Non par malhonnêteté intellectuelle, mais parce que reconnaître une contradiction coûte cher en énergie et en stabilité. Ce phénomène se manifeste même dans la perception sensorielle élémentaire.
Des expériences ont montré qu'un individu voyant brièvement une image ambiguë, par exemple, un dessin pouvant être perçu comme un canard ou un lapin, aura tendance à choisir l'interprétation qui correspond le mieux à son contexte mental du moment. Autrement dit, la perception est une projection, nous voyons ce que notre esprit est prêt à voir. Mais ce conditionnement ne naît pas du vide. Il s'enracine très tôt dans le corps et dans la mémoire affective. Les premières croyances se forment avant les mots, dans la qualité de la relation à l'environnement. Un nourrisson que l'on apaise rapidement lorsqu'il pleure intègre l'idée implicite que le monde répond à ses besoins. Cette expérience sensorielle devient une croyance corporelle, je peux avoir confiance. À l'inverse, un enfant souvent laissé sans réponse ou exposé à des émotions imprévisibles apprend que le monde est incertain, parfois hostile. Cette mémoire préverbale se transforme plus tard en posture existentielle, vigilance, méfiance, besoin de contrôle. Ainsi, nos croyances ne sont pas seulement des opinions intellectuelles, elles sont des empreintes somatiques. Elles habitent les muscles, la respiration, la posture. Une personne qui croit devoir toujours se défendre tient son corps différemment, épaules contractées, souffle court, regard attentif au danger. Son organisme tout entier participe à la croyance. Et inversement, travailler sur le corps, respiration, détente, mouvement, peut modifier la perception du monde, car il agit sur le climat interne à partir duquel la réalité est interprétée. Ce lien entre croyance et physiologie éclaire de nombreux comportements humains. Quand une idée touche à l'identité, elle devient littéralement incarnée. La remettre en question revient à menacer l'équilibre biologique. C'est pourquoi tant de discussions dégénèrent, les interlocuteurs ne défendent pas seulement une opinion, ils protègent un sentiment de sécurité intérieure. Derrière le débat d'idées se cache souvent un besoin d'intégrité psychique. Les sociétés fonctionnent de manière analogue. À l'échelle collective, les croyances jouent le rôle d'un système nerveux symbolique. Elles maintiennent la cohésion d'un groupe, organisent le sens commun et stabilisent les comportements. Les mythes fondateurs, les récits nationaux, les valeurs partagées servent de repères émotionnels collectifs. Ils simplifient la complexité du monde pour permettre la coopération. Une société sans croyances partagées serait comme un organisme privé de coordination, chaque membre agirait pour soi, sans orientation commune. Mais cet avantage comporte un risque. Quand ces croyances collectives se rigidifient, elles se transforment en dogmes. L'histoire en offre d'innombrables exemples, systèmes religieux devenus autoritaires, idéologies politiques fermées, traditions sociales incapables de s'adapter. Le mécanisme est toujours le même, une idée née pour unir finit par exclure. Ce n'est pas la croyance elle-même qui engendre la violence, c'est son incapacité à se réviser. Comprendre ce processus demande de distinguer la fonction biologique de la croyance, assurer la cohérence de sa dérive psychologique, refuser la complexité. Car le cerveau humain cherche avant tout l'économie, moins il a à douter, plus il économise d'énergie. Douter, c'est dépenser, croire, c'est reposer. Cette loi énergétique s'observe jusque dans les mécanismes neuronaux, l'apprentissage d'une nouvelle idée nécessite de créer ou de renforcer des connexions synaptiques, alors que répéter une croyance ancienne ne consomme presque rien. La paresse cognitive n'est donc pas un défaut moral, mais une stratégie d'efficacité. Pourtant, cette économie a une contrepartie, elle fige la perception. Plus une croyance est ancienne, plus elle devient invisible. On ne la voit plus comme une hypothèse, mais comme une évidence. Elle cesse d'être pensée et devient structure de la pensée. C'est le cas, par exemple, de la croyance en la linéarité du temps ou en la séparation radicale entre esprit et corps, des idées héritées de l'histoire de la culture occidentale, que la science contemporaine commence à remettre en question. Mais tant qu'elles restent implicites, elles orientent nos expériences sans que nous en ayons conscience. Apprendre à reconnaître ces croyances ne signifie donc pas les rejeter. Cela consiste à les rendre visibles, à les considérer comme des instruments plutôt que comme des vérités. On ne peut vivre sans croyances, mais on peut cesser de les confondre avec la réalité.
Cette lucidité n'est pas un renoncement, c'est une maturité. Elle permet de conserver la stabilité intérieure tout en gardant la souplesse du regard. Le défi n'est pas de ne plus croire, mais de croire consciemment. C'est-à-dire, savoir que ce que je perçois est coloré par ce que je crois, et que ce que je crois pourrait évoluer. Cette conscience ouvre un espace de liberté intérieure. Elle rend possible une perception plus fine, moins défensive, plus ouverte à la nuance. Elle prépare le passage de la certitude à la compréhension. Apprendre à croire consciemment, c'est redonner à la pensée sa respiration naturelle. Dans la vie courante, nous nous fions à nos certitudes comme à un sol ferme, elles nous évitent de douter à chaque pas. Pourtant, si ce sol ne peut plus se remodeler, il devient une prison. L'esprit se referme sur ses propres schémas et ne voit plus le réel que par les fenêtres étroites qu'il s'est construites. Cette fermeture n'est pas toujours visible, elle peut se manifester sous la forme de convictions apparemment rationnelles, d'habitudes intellectuelles, de jugements que l'on croit fondés sur l'expérience, alors qu'ils ne sont que la répétition d'un récit intérieur. Ce récit se nourrit de la mémoire. Chaque fois qu'une expérience confirme nos attentes, la croyance s'enracine, chaque fois qu'elle les contredit, nous cherchons à interpréter l'anomalie plutôt qu'à réviser le modèle. Ce processus, presque automatique, assure la continuité du moi. Sans lui, nous serions fragmentés par la multitude des impressions contradictoires. La croyance joue ici le rôle d'un fil narratif, elle relie le passé au présent, elle donne sens à ce que nous vivons. Elle transforme la succession d'événements en histoire. Mais cette cohérence a un prix, elle sélectionne. Nous retenons les faits qui s'accordent à notre scénario intérieur et laissons s'effacer ceux qui ne cadrent pas. Ce mécanisme n'est pas qu'individuel, il a une dimension sociale. Nos croyances se forment dans la relation. Elles reflètent les modèles implicites transmis par la famille, la culture, les institutions. Le langage lui-même véhicule des croyances cachées, lorsque nous disons qu'une émotion monte ou descend, qu'un comportement est normal ou anormal, nous traduisons déjà une vision du monde. Chaque mot, chaque catégorie mentale est un héritage collectif qui oriente la perception avant même la réflexion. Les sciences cognitives contemporaines parlent parfois de cerveau social pour désigner cette faculté qu'a l'humain d'ajuster sa pensée à celle des autres. Nous sommes faits pour partager des croyances, non pour vivre dans un scepticisme permanent. Le désaccord prolongé isole, et l'isolement, chez un être social, génère un stress comparable à une blessure physique. Ainsi, même la vérité biologique de notre espèce nous pousse à rechercher la cohérence collective, parfois au détriment de la vérité objective. Croire ensemble apaise, douter seul inquiète. C'est pour cette raison que les mythes, les récits fondateurs et les idéaux communs ont traversé les millénaires, ils offrent un horizon de sens partagé. Dans les sociétés traditionnelles, le mythe n'était pas seulement une histoire, il servait de structure psychique commune. Il disait, voici d'où nous venons, voici pourquoi le monde est ainsi, voici comment agir pour qu'il reste habitable. Ces récits collectifs permettaient de réduire l'angoisse de l'incertitude et d'organiser la vie sociale. Même aujourd'hui, dans nos sociétés dites rationnelles, cette fonction demeure, nos idéaux politiques, nos récits nationaux, nos slogans économiques jouent le même rôle symbolique que les anciens dieux. Mais lorsqu'un récit collectif perd sa capacité d'évolution, il se transforme en dogme. Le dogme est une croyance qui s'interdit de douter. Il remplace la recherche de sens par la préservation d'un pouvoir symbolique. L'histoire humaine en est la démonstration constante, chaque fois qu'une vérité s'est figée, elle a fini par s'opposer à la vie. Ce n'est pas la croyance elle-même qui menace la liberté, c'est l'impossibilité d'en examiner les limites. L'ouverture du regard commence souvent par une crise. Quand un événement vient contredire brutalement nos attentes, une trahison, une maladie, une perte, un effondrement collectif, la croyance vacille. Le sol intérieur se fissure. Dans ce désordre, l'esprit cherche d'abord à se raccrocher à ce qu'il connaît, il nie, minimise, rationalise. Puis, peu à peu, il comprend qu'il doit changer d'échelle.
Ce moment de rupture, douloureux mais fécond, marque souvent le début d'une lucidité nouvelle. La croyance cède la place à l'exploration. La psychologie moderne décrit ce processus sous le nom de dissonance cognitive. Quand une expérience entre en conflit avec nos convictions, nous ressentons une tension interne, parfois insupportable. Pour la réduire, nous modifions soit nos pensées, soit notre perception des faits. Ce phénomène explique bien des comportements paradoxaux. Un fumeur qui sait que le tabac tue, continuera à fumer en se disant que tout le monde doit bien mourir de quelque chose. Une personne trompée refusera d'y croire pour préserver l'image de sa relation. Un militant idéologique minimisera les erreurs de son camp pour ne pas trahir son identité. Le cerveau ne cherche pas d'abord la vérité, mais la cohérence. Pour dépasser cette dissonance, il faut développer une compétence rare, la métacognition, c'est-à-dire la capacité de penser sa propre pensée. Elle consiste à observer les mécanismes mentaux à l'œuvre sans s'y identifier. On ne dit plus « je suis ma croyance », mais « je vois la croyance qui s'active en moi ». Cette position intérieure crée un espace de recul, un silence propice à la compréhension. Elle ne supprime pas le besoin de croire, elle lui donne une place plus juste. La méditation, la philosophie, certaines pratiques artistiques ou spirituelles peuvent favoriser cette posture d'observation. Elles entraînent l'esprit à se détacher des automatismes de jugement. Dans le silence d'une attention prolongée, on découvre que la perception n'est jamais pure, elle est modelée par l'état intérieur du moment. Ce n'est pas seulement ce que l'on regarde qui change, mais celui qui regarde. Le monde extérieur devient alors un miroir, il reflète les croyances que nous projetons. À ce stade, une question fondamentale surgit, si tout est filtré par la croyance, existe-t-il encore une réalité objective ? La philosophie de la connaissance a longuement débattu de cette question. Certains courants soutiennent que la réalité nous échappe toujours partiellement, nous ne faisons qu'en construire des modèles de plus en plus précis. D'autres défendent l'idée qu'il existe une structure du réel indépendante de nos représentations, mais que notre perception ne peut l'atteindre qu'à travers des approximations successives. Dans les deux cas, la conclusion converge, la vérité n'est pas une possession, c'est un mouvement. Ce mouvement se manifeste chaque fois que nous acceptons de revoir nos croyances à la lumière d'une expérience nouvelle. L'apprentissage, sous toutes ses formes, repose sur ce principe, confronter l'attente à la réalité, ajuster le modèle, recommencer. C'est ainsi que l'enfant apprend à marcher, à parler, à penser. Chaque erreur n'est pas un échec, mais une information précieuse, elle signale l'écart entre la croyance et le réel. Plus l'enfant reçoit cet écart sans peur, plus il devient capable d'apprendre. La curiosité est donc la forme la plus vivante du doute, elle relie la sécurité intérieure à l'ouverture au monde. À l'inverse, lorsque la peur domine, la croyance se fige. On préfère répéter que découvrir. L'esprit s'installe dans une boucle de confirmation. On observe ce phénomène dans les milieux fermés, qu'ils soient familiaux, politiques ou culturels, les mêmes idées circulent, se renforcent mutuellement, jusqu'à devenir indiscutables. L'extérieur est perçu comme une menace, non comme une source d'élargissement. Ce repli n'est pas seulement idéologique, il est physiologique. Le stress chronique contracte la pensée, tout comme il contracte les muscles. Le dialogue ne devient possible que lorsque la sécurité émotionnelle est restaurée. De là découle une conséquence essentielle, la liberté intellectuelle dépend d'une sécurité affective. Un esprit apaisé peut douter sans se sentir menacé. Inversement, un esprit inquiet cherchera la certitude comme un refuge. La sagesse ne consiste donc pas à éradiquer les croyances, mais à créer en soi un espace suffisamment stable pour les examiner. Cette stabilité ne vient pas d'un savoir définitif, mais d'une confiance plus profonde, la conviction que la vérité n'est pas contre nous, qu'elle nous agrandit. Cette attitude, que l'on pourrait appeler souplesse cognitive, permet de passer d'un mode défensif à un mode exploratoire. Au lieu de se protéger du réel, l'esprit s'y ouvre.
Il devient curieux des dissonances, attentif aux contradictions, non pour les résoudre immédiatement, mais pour les comprendre. Dans cet état, la perception s'enrichit, le monde cesse d'être un champ de confirmation pour devenir un terrain d'apprentissage. Cette transformation demande du courage, car elle remet en cause le besoin primaire de stabilité. Mais elle offre en retour une forme plus profonde de sécurité, celle qui ne dépend plus de la rigidité des convictions, mais de la confiance dans la capacité d'adaptation. On pourrait la comparer à la posture du marin qui, au lieu de craindre la houle, apprend à lire les courants. Il sait qu'il ne maîtrise pas la mer, mais qu'il peut s'y accorder. La croyance devient alors un instrument de navigation, non un ancrage fixe. Sur le plan collectif, cette même souplesse permet aux sociétés d'évoluer. Les cultures qui survivent aux crises sont celles qui savent réviser leurs récits, accueillir la nouveauté sans se renier. À chaque époque, les croyances communes doivent être réinterprétées pour demeurer vivantes. C'est le rôle de la pensée critique, des arts, de la science, de la philosophie, maintenir la circulation du sens. Quand cette circulation se bloque, la société se raidit, puis se fragmente. Ainsi, la question des croyances n'est pas seulement intellectuelle, elle touche à la vitalité même des individus et des peuples. Croire, c'est tisser le lien entre le connu et l'inconnu. Trop de certitude étouffe la découverte, trop de doute dissout la cohésion. L'équilibre se trouve dans la tension entre les deux, dans ce mouvement d'ajustement permanent où la perception devient un dialogue vivant avec le monde. Cet équilibre, l'être humain doit le reconquérir sans cesse. Car la tentation du confort mental reste forte, se réfugier dans ses convictions donne l'illusion d'une identité stable. Pourtant, chaque fois que nous défendons une idée comme si notre survie en dépendait, nous trahissons la part la plus libre de nous-mêmes. La vérité ne demande pas à être protégée, elle demande à être cherchée. Apprendre à douter sans se perdre, à croire sans s'enfermer, voilà peut-être l'un des exercices les plus exigeants de la conscience. Car entre la nécessité de la cohérence et l'appel de la vérité, l'esprit marche sur un fil. Trop de certitude le rend aveugle, trop d'ouverture le dissout. Trouver l'équilibre, c'est accepter que la connaissance soit toujours provisoire, que le réel se dévoile par fragments, selon la clarté intérieure du moment. Dans la vie quotidienne, cette lucidité prend la forme d'un geste simple, suspendre le jugement. Avant de dire « c'est vrai, c'est faux », se demander « d'où me vient cette idée, quelle expérience la fonde, que se passerait-il si j'en doutais ?» Ce n'est pas une posture de scepticisme systématique, mais une hygiène de l'esprit. Elle prévient l'aveuglement et maintient la curiosité. Elle rappelle que chaque conviction est un point de vue situé, non un absolu. Ce travail de vigilance n'est pas purement intellectuel, il demande une discipline émotionnelle. Car la croyance se nourrit d'affect, peur, espoir, colère, besoin d'appartenance. Quand une idée éveille une émotion intense, il devient difficile de la regarder avec neutralité. L'attention se rétrécit, l'énergie se concentre sur la défense du sentiment plutôt que sur l'analyse du contenu. Pour retrouver la clarté, il faut d'abord apaiser l'émotion. C'est pourquoi la patience, la respiration, la lenteur sont des conditions de lucidité. On ne voit bien que lorsque l'esprit est calme. La philosophie ancienne avait déjà perçu ce lien entre tranquillité intérieure et discernement. Les stoïciens parlaient d'ataraxie, cet état d'équilibre où les passions ne troublent plus la raison. Non pas une froide indifférence, mais une liberté à l'égard de ses propres réactions. Dans cet état, la croyance cesse d'être un réflexe défensif pour redevenir un choix. On ne croit plus parce qu'on a peur, on croit parce qu'on a compris le rôle structurant de la foi dans l'action. De la même manière, les traditions contemplatives orientales insistaient sur la juste vision, voir les choses telles qu'elles sont, sans les distordre par le désir ou la crainte. Là encore, il ne s'agit pas de nier la subjectivité, mais de la reconnaître comme une lentille. En observant cette lentille, on découvre que la perception devient plus transparente. Ce que l'on appelle la réalité n'est plus une donnée fixe, mais une relation entre le monde et la conscience. Cette relation évolue avec le temps.
À mesure que l'expérience s'enrichit, les croyances changent de fonction, elles passent de certitude à repère, de repère à symbole. Dans la jeunesse, elles servent souvent de boussole morale, on a besoin de croire fort pour se construire. Plus tard, elles deviennent des outils d'interprétation, on les garde, mais on sait qu'elles pourraient être autrement. Et lorsque la maturité s'installe, certaines croyances se transforment en métaphores, elles ne décrivent plus le monde, elles en suggèrent le sens. C'est là que la pensée devient véritablement créatrice, non plus prison du connu, mais passerelle vers l'inconnu. Les sciences modernes rejoignent cette intuition sous une autre forme. En biologie, on parle de plasticité, la capacité d'un organisme à se réorganiser selon l'expérience. Le cerveau humain, longtemps après l'enfance, demeure plastique, il peut former de nouvelles connexions, effacer d'anciennes associations, réinterpréter les signaux. Ce principe, appliqué à la pensée, signifie qu'aucune croyance n'est irréversible. Ce que l'on tenait hier pour certains peut devenir une hypothèse aujourd'hui. La souplesse n'est pas faiblesse, c'est la signature du vivant. Dans le domaine social, cette plasticité se manifeste par la possibilité du dialogue. Dialoguer, au sens profond, ce n'est pas convaincre l'autre, c'est mettre en relation deux cartes du réel pour en tracer une plus vaste. Cela demande de renoncer à l'idée de posséder la vérité, d'accepter qu'elle se construise dans l'échange. L'écoute authentique suppose une suspension momentanée de ses croyances, le temps de comprendre celle de l'autre. Ce geste est rare, car il exige un certain dépouillement du moi, on n'y perd rien de fondamental, mais on abandonne l'illusion de maîtrise. Ce dépouillement ouvre un espace de fraternité cognitive. Quand deux consciences dialoguent sans chercher à s'imposer, quelque chose de plus grand qu'elles s'exprime, une intelligence collective. Elle ne naît pas de la fusion des opinions, mais de leur interaction vivante. Chacun reste soi, mais élargit sa perspective en intégrant une part de l'autre. C'est le contraire du dogmatisme, une communion sans confusion. Or, cette faculté d'ouverture est aujourd'hui mise à l'épreuve. Les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation, la surabondance d'informations favorisent le cloisonnement des croyances. Chacun vit dans un écosystème cognitif où ses opinions sont constamment validées. Le biais de confirmation devient un modèle économique, on vend de la certitude comme on vend du confort. Cette dynamique accentue la polarisation, au lieu de chercher la nuance, on renforce la frontière. Résister à ce conditionnement demande une hygiène mentale nouvelle, diversifier ses sources, lire ce qui dérange, écouter sans adhérer tout de suite, maintenir un doute actif. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité. Dans un monde saturé de récits concurrents, la sagesse consiste moins à croire qu'à apprendre à désapprendre. Savoir quitter une idée lorsqu'elle ne sert plus la compréhension, c'est préserver la vitalité de l'esprit. Mais cette liberté intérieure ne se réduit pas à un exercice intellectuel. Elle engage toute la personne, corps, émotion, relation. Car les croyances ne sont pas des abstractions suspendues dans le vide, elles façonnent notre manière de respirer, de parler, d'aimer. Croire que le monde est hostile ou bienveillant change la posture du corps, la tension du regard, la disponibilité du cœur. Notre physiologie est le prolongement de notre vision du monde. C'est ici que la perception rejoint l'éthique. Si nous voyons le monde à travers nos croyances, alors chaque transformation intérieure modifie silencieusement notre rapport aux autres. Un esprit moins craintif perçoit moins d'ennemis, un esprit plus confiant attire davantage de coopération. Nos croyances, en somme, créent la réalité sociale que nous habitons. Changer de regard, c'est déjà agir sur le monde. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle s'éprouve dans les gestes les plus simples. Quand on entre dans une conversation avec la conviction que l'autre veut comprendre, la tonalité du dialogue change. Quand on aborde une difficulté avec la croyance qu'elle peut être résolue, l'énergie se réorganise différemment. Ce ne sont pas des pensées magiques, mais des dynamiques de perception, le cerveau ajuste son attention, le corps module ses signaux, la communication s'accorde à cette disposition intérieure.
Ainsi, la croyance n'est pas un obstacle à la réalité, elle en est le point d'entrée. D'où la responsabilité qui accompagne toute conviction. Croire, c'est participer à la construction du monde commun. Chaque fois qu'une société choisit de croire à la solidarité plutôt qu'à la méfiance, elle crée des conditions de sécurité partagée. Chaque fois qu'un individu choisit de croire à la possibilité du dialogue, il agrandit l'espace de la paix. Les croyances ne sont pas de simples opinions, elles sont des forces organisatrices. Cette compréhension change la manière d'envisager la lucidité. Être lucide, ce n'est pas se priver de croire, c'est savoir à quel niveau on croit. Certaines croyances sont pragmatiques, elles servent à agir. D'autres sont symboliques, elles orientent l'existence vers un sens plus large. Les confondre crée des malentendus, les reconnaître pour ce qu'elles sont, libère l'intelligence. On peut croire à une valeur sans prétendre qu'elle soit un fait, croire en la dignité humaine sans preuve empirique, croire en la beauté du monde sans garantie métaphysique. Ces croyances ne décrivent pas le réel, elles le rendent habitable. À mesure que cette conscience s'installe, la perception se transforme. L'œil intérieur devient plus attentif aux nuances, aux zones de flou, aux contradictions fécondes. On découvre que la vérité n'est pas un bloc, mais une respiration. Elle s'expire dans l'affirmation, s'inspire dans le doute. Et c'est dans ce rythme que se forme une vision équilibrée du monde, ni naïve, ni cynique, mais vivante. Ainsi, les croyances cessent d'être des clôtures pour devenir des sentiers. Chacune mène quelque part, à condition de savoir la quitter quand elle se referme. La maturité ne consiste pas à posséder la bonne carte, mais à savoir marcher avec incertitude, guidé par une confiance plus profonde que les certitudes, la confiance dans la capacité de comprendre toujours davantage. Cette attitude n'abolit pas les désaccords, elle les transforme. Le conflit d'idées devient une exploration partagée. On n'a plus besoin d'avoir raison, on cherche à voir plus juste. La pensée cesse d'être un combat pour devenir un art du lien. Et c'est sans doute là que s'ouvre la voie vers le prochain horizon, comprendre que notre rapport à la réalité ne se construit jamais seul, mais à travers les autres. Car percevoir, c'est déjà être en relation. Nos croyances se forment, se renforcent ou se dissolvent au contact d'autrui. La vérité n'est pas seulement un dialogue intérieur, elle est une expérience collective. Et c'est ce passage, de la perception individuelle au tissu relationnel, qui ouvre la suite naturelle de la partie 19, la nature relationnelle de l'humain.